Les nouveaux arrivants sont plutôt bien comportés hier soir. C'est une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi. Tout n'a évidemment pas été parfait pour l'OM. Avant de parler des axes de recrutement à creuser, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a enfin atterri à Marseille tout à l'heure, cette question pour vous les gars, est-ce que vous avez vu le match hier soir face à Valence et qu'en avez-vous pensé? Ouais, moi je l'ai regardé, il y a à boire et à manger dans cette prestation face à Valence. Déjà, par rapport à Girona, je trouve qu'on est monté en puissance du côté de Marseille dans l'adversité. J'ai trouvé que Valence, dans son pressing notamment, a été bien plus convaincant et gênant pour l'Olympique de Marseille. On a vu des belles sorties de balles. J'ai préféré la première mi-temps à la deuxième, même si c'est sur la deuxième mi-temps que l'OM a égalisé. Voilà, encore en rodage avec les recrutements qui viennent d'arriver, les curiosités aussi, même si Angel Gomez on connaît et je suis déjà conquis par ce qu'il réalise au milieu de terrain. Moi j'ai découvert Riley. Egan Riley, le défenseur central, et j'ai trouvé vraiment performant, beaucoup de personnalité, qui convient totalement au profil de jeu de Roberto De Zerbi, qui a déjà assimilé pas mal de choses. Donc j'ai hâte de le revoir. Et puis après, voilà, il y a 2-3 choses qui m'ont déplu, notamment le positionnement d'Adrien Rabiot au poste de numéro 10, où j'ai pas la vision là-dessus, même si je suis pas définitif et je suis pas tranché, mais en tout cas je trouve que dans ce positionnement-là je vois pas encore la vraie plus-value dans son jeu, mais ça fait partie de la pré-saison. La pré-saison, c'est fait pour ça, pour tester, pour essayer de se roder. Et puis on attend avec impatience le prochain match contre Séville au Vélodrome samedi. L'OM qui monte en puissance, tu l'as dit dans sa préparation, la compo de l'OM hier au coup d'envoi, Rouli, Murillo, Balerdi, Egan Riley, Medina, donc latéral gauche. Gomez, bon aussi, Medina. On va y revenir sur les recrues. Medina au latéral gauche, dans une défense à 4. Gomez, Højbjerg, Rabiot au milieu de terrain. Greenwood et Rowe qui entouraient Amine Gouiri. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Écoute, c'était quand même une rencontre intéressante face à une belle équipe de Valence avec un très beau maillot. On en parlait hier. Mais c'est vrai. Tu trouves beau ce maillot? Je sais pas, je trouve que c'est pas le plus beau, c'est pas celui que je porterais. Il est iconique, mais il est pas. Mais tu vois, j'aime bien quand tu tournes la tête, tu vois le maillot une seconde, tu sais qui c'est. On parle de ce maillot pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas vu le match. Rayé jaune et rouge avec les épaules bleues. C'est le troisième maillot, mais historique du FC. C'est le maillot brassard de capitaine de Canizares, quoi. Ouais, en gros, c'est le maillot du drapeau de la région de Valence. Mais en tout cas, c'est vrai que cette équipe de Marseille, elle est intéressante. Egan Riley, moi aussi, je découvre, je vais pas mentir. J'avais déjà entendu parler de lui, mais là, je l'ai trouvé très serein avec le ballon. Tu vois, il y avait un peu de. Alors, ça va peut-être pas plaire aux supporters niçois, mais il y avait un peu de Farioli dans le jeu de l'OM. C'est-à-dire qu'Egan Riley, il a été capable de garder le ballon comme ça 2, 3, 4, 10, 15 secondes des fois pour voir si ça sortait du côté. Cette année, parce qu'il faut rappeler que Farioli c'est un élève de. Bien sûr. Non, mais là, je trouve que c'était vraiment flagrant que ce soit un nouveau joueur comme ça qui est très souvent le ballon assimilé aussi rapidement, en position centrale et qu'on lui laisse la responsabilité d'être presque le meneur de jeu reculé comme ça pour choisir la première sortie de balle. Et puis ensuite, j'ai trouvé bien sûr que de toute façon le mercato marseillais était intéressant et on voit tout de suite qu'il y a des joueurs qui passent dans le projet de Zerbi. Et c'est pour ça que moi je me fais pas trop de soucis pour l'OM cette saison, parce que là De Zerbi il arrive, il connaît le championnat, il connaît le Vélodrome, il connaît la Ligue 1, il connaît beaucoup mieux son effectif, il connaît beaucoup mieux l'environnement, et donc je pense qu'il a en tout cas tout fait pour faire les meilleurs choix possibles et surtout les meilleurs recrues pour passer dans son projet de jeu qui est quand même particulier, qui est fait de possession mais également d'intensité, qui est fait de jeu vertical mais également de jeu qui peut des fois être un peu pas ennuyant, mais un peu endormant pour l'adversaire et donc pour les téléspectateurs. Il y a des joueurs qui sont encore pas à 100% physiquement et c'est complètement logique, mais un Balerdi, je l'ai senti un petit peu cuit moi par moment, même un Amine Gouiri qui sur les 2 derniers matchs n'a pas réussi à trouver la faille. Alors il est toujours très intéressant dos au jeu dans sa relation avec les joueurs, mais on sent qu'il va avoir une vraie montée en puissance physique et athlétique. Ils sont en train de digérer aussi cette préparation, donc c'est pas là où on va faire des avis définitifs de la photographie de l'Olympique de Marseille, surtout qu'il va y avoir encore des arrivées, on va en parler, sûrement des départs, mais juste moi le côté un petit peu tactique, le positionnement de Rabiot va m'intéresser moi cette saison. J'étais persuadé que dans le fameux 4-2-3-1, Rabiot allait à un moment donné reculer avec le départ de Rongier. Le fait de continuer à le faire jouer très haut sur le terrain, alors attention, ça a beaucoup bougé aussi avec Angel Gomez et l'illisibilité va pouvoir être intéressante pour De Zerbi, mais
Je pense qu'on va faire beaucoup de débats sur le positionnement, moi, de Rabiot cette saison. Que De Zerbi, on l'a bien compris, la saison dernière, veut voir jouer plus haut que le poste non, auquel il a joué. Rabiot peut-être aussi a envie de jouer là. Il y a surtout quelqu'un qui veut jouer plus haut, c'est Adrien Rabiot. Voilà, c'est ce que dit souvent Daniel, c'est-à-dire que Adrien Rabiot ne veut pas jouer en numéro 6, il n'a jamais voulu jouer en numéro 6, même si c'est vrai qu'on peut penser... Il peut jouer 8 dans un double pivot comme avec l'équipe de France, Après, par exemple. de toute façon, il y aura énormément de permutations dans cette équipe. Il faudra voir qui vient pour être, pourquoi pas, un meneur de jeu dans cette équipe, parce qu'Angel Gomez, c'est un meneur de jeu un peu reculé, mais avec le départ de Valentin Rongier, moi je pense qu'il y aura peut-être Bilal Nadir qui pourra rentrer dans une rotation, mais aujourd'hui le milieu de l'OM ça va être celui-là avec mais si c'est un 4-2-3-1, est-ce qu'en 10, Rabiot en 10 ça il ne sera jamais vraiment en 10 parce que c'est un 4-2-3-1 mais c'est aussi un 4-3-3, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de permutations. Heuberg il peut venir entre les défenseurs, il peut jouer un peu plus haut. Moi je pense que ça va être le fil rouge, ça peut être le fil rouge du début de saison sur le positionnement parce qu'il va jouer, ça va être je pense son rôle. Il va jouer 8 box-to-box avec pas mal de liberté. À voir. Là, c'est vrai que dans les trois du milieu, à la fois Heuberg, à la fois Gomez, à la fois Rabiot ont prouvé qu'ils sont aussi à l'aise près du but et sont capables d'apporter quelque chose dans la construction et c'est polyvalent. Même la finition. Est-ce que vous pensez, on va s'arrêter justement sur ce milieu de terrain, est-ce que vous pensez que l'OM doit quand même recruter ce qu'on appelle dans le jargon un créateur, ce qui se rapproche le plus, a priori, d'un numéro 10. Tout dépend comment on veut jouer De Zerbi. Aujourd'hui, dans l'effectif, il a quand même des solutions. Moi, je suis persuadé qu'un Amine Gouiri, sur beaucoup de matchs de Ligue 1, peut jouer derrière l'attaquant et derrière Aubameyang. Je pense qu'ils peuvent être complémentaires en fameux 9,5. Angel Gomez est capable de jouer aussi au poste de numéro 10, même si De Zerbi peut le voir aussi façon Fonseca, un petit peu plus reculé. Il y a aussi... Parce que lui, à l'inverse d'un Rabiot, il a reculé depuis sa formation. Exactement. Mais vu que, en fait, avec la qualité qu'il a technique, il peut contrecarrer pas mal de pressing, notamment en Ligue 1, donc c'est une force et c'est une aide pour De Zerbi et pour l'Olympique de Marseille. On l'avait vu avec Lille. Dans l'effectif, il y a aussi encore Amin Harit qui a fait une bonne entrée contre Gérone, une moins bonne hier, mais est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va vouloir partir, même s'il a une petite valeur marchande intéressante? Ça fait un moment qu'on dit qu'Amin Harit est sur le marché des transferts. Au final, il reste à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On garde pas Amin Harit? C'est une bonne question, tout dépend de l'offre. Moi, je trouve qu'Amin Harit est capable en sortie de banc de faire des belles choses. Maintenant, le gros problème d'Amin Harit, c'est toujours la constance, la régularité. Moi, je l'ai toujours dit, mais si Amin Harit avait les choix et la finition du même niveau que ses prises de balles, il ne serait pas à l'Olympique de Marseille, il serait dans des très grands clubs. Sauf que souvent, ces prises de balles, elles sont très intéressantes, mais dans la finalité, dans les choix, tu es souvent frustré au final. Après, il est capable d'avoir des bonnes phases. On se rappelle qu'en début de saison, avant son carton rouge contre le Paris Saint-Germain, il avait été très bon avec l'Olympique de Marseille. Mais souvent, au final, pour des blessures, pour de l'inconstance, on est souvent déçu pour Amin Harit. Donc, à voir. Mais sur les rôles de joueurs créatifs, il y en a. Moi, je pense plus que c'est dans un rôle de milieu de terrain, notamment si Benasser ne revient pas au club sous forme de prêt, avec le départ de Ismaël Koné et de Valentin Rongier, où tu peux te retrouver un petit peu short en termes de rotation. Bon, moi en tout cas, si tu me posais la question à moi pour Amin Harit, je ne ferais pas de la politique comme. Je t'ai vu hausser les sourcils. Comme Walid. Non, mais Amin Harit, c'est pas le niveau de l'Olympique de Marseille qui veut jouer la Ligue des Champions. Très bon gars, même sur le banc. Très bonne mentalité, un joueur qui. Mais en fait, Walid, tu peux pas dire d'un joueur de foot de très très haut niveau. Là, on est dans la Ligue des Champions, on est dans le top 3 de Ligue 1. Top 24 Ligue des Champions, quoi. Mais peu importe, c'est Ligue des Champions. Oui. C'est un gars qui joue la Ligue des Champions et top 3 Ligue 1, quand même un championnat majeur. Tu peux pas dire que le gars il a pas de constance. Si t'as pas de constance, t'as pas le niveau en fait, c'est simple. Tu peux pas dire à un mec, il a des bons contrôles mais il fait pas des bonnes passes. Non, c'est un très bon gars, il a l'air de. On a le droit d'avoir une analyse fine pour les auditeurs qui nous écoutent. Non mais j'ai envie de te dire, en parlant des plus et des moins. Non mais j'ai envie de te dire, c'est pas fin. C'est noir ou blanc, donc toi en fait tu t'as décidé d'être. Toi qui me reproches souvent d'être tranché. Là j'ai quand même un avis nuancé sur Harit, j'ai pas le droit. Mais non mais c'est pas que t'es nuancé, c'est que tu dis qu'il a pas de constance. Oui, mais un gars qui n'a pas de constance, c'est un gars qui est pas un joueur de haut niveau. Oui, mais il a pas de constance pour plusieurs raisons, à cause de ses blessures, à cause des. Il y a eu pas mal de blessures. Ok, pas de problème. Mettons les blessures mis à part. Il y a eu pas mal de paramètres. Il y a eu des moments. Mais dans sa carrière, quand est-ce qu'il a été constant? Avec Amin Harit, il y a eu des moments, même à l'Olympique de Marseille, le passage sous Igor Tudor. Mais c'est un bon joueur, Amin Harit. Je te dis pas qu'il est pas bon. C'est un gars qui va faire des fois des bons matchs. Il va marquer un but de temps en temps. Demain, il reste dans l'effectif. Demain, il reste dans l'effectif. Harit en sortie de banc, sur les 20-25 dernières minutes, je pense qu'il peut aider l'Olympique de Marseille. Maintenant, s'il y a une offre alléchante, parce qu'il a un contrat quand même, Amin Harit, s'il veut pas sortir, il sort pas. Pas de problème. Donc
pas de problème en fait, sur le contrat. donc, Personne n'a dit qu'il fallait le mettre dehors. Non, mais je te dis juste que tu dis ouais, mais s'il avait. On va pas faire un débat de 20 minutes sur Amin Harit, Kevin. Non, moi je te dis juste que si je réponds à la question de Simon, Amin Harit, c'est pas assez bon pour l'OM. Donc il faut vendre Amin Harit. Et est-ce si que, possible, à ton sens, il faut recruter S'il est d'accord, bien sûr, sinon Walid va me dire quelque chose, mais s'il est d'accord, oui, en effet, il faut laisser partir Amin Harit pour trouver un joueur qui aura plus de constance. Parce que la constance, mais dans le même profil créateur que Amin Harit. Oui, pourquoi pas. De toute façon, et ce n'était pas facile, puisque c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Mais ils n'ont jamais remplacé Dimitri Payet. Ils n'ont jamais remplacé ce joueur qui peut faire la dernière passe, qui peut marquer des buts, qui est constant dans ses performances et qui, dans un niveau Ça veut dire Ligue quoi, 1, jamais remplacé? Jamais remplacé dans son profil, mais sinon, numériquement. Ils ont jamais remplacé le joueur créatif au milieu de terrain. C'est pas créatif, mais par exemple, un Mason Greenwood en leader d'attaque. C'est un ailier. Oui, c'est pas un joueur central. Oui, enfin, Payet a souvent joué ailier gauche. Oui, mais rentrant. est-ce qu'un Payet à son prime aurait sa place dans le système de Zerbi? C'est pour ça que je vous pose la question de l'achat d'un créateur. Il peut jouer ailier gauche rentrant. Si, il va jouer au milieu de terrain un peu excentré, mais non, mais Greenwood et Payet pour moi c'est pas le même. Non, mais c'est pas les mêmes joueurs, bien évidemment, mais dans le rôle de leader d'attaque qui te fait gagner les matchs, Payet dans un profil tellement différent de celui de Greenwood. Pour moi, t'as quand même des solutions. Après, la création. Le mot, il est quand même un peu fourre-tout, Simon. C'est-à-dire que Pachao peut créer, Amin Gouiri va pouvoir créer, avec un dézonage qui va permettre à Rabiot ou un Greenwood de s'incorporer en deuxième lame. Un Greenwood peut aussi créer. Angel Gomez, c'est un créateur. Pour moi, la priorité, parce que c'est la question du soir sur la priorité. Pour moi, la priorité, c'est le défenseur central. Alors justement, en attendant que les supporters marseillais fassent le 32-16 pour nous dire ce qu'ils ont pensé un petit peu de cette rencontre de préparation, ce match nul en partout hier soir face à Valence, et nous disent vers où ils voudraient que l'OM axe la suite de son recrutement. Un petit mot sur ce Egan Riley quand même qu'on apprend à découvrir. Ça a été la première recrue estivale du côté marseillais. Il était titulaire en défense centrale aux côtés de Balerdi hier. Leonardo Balerdi qui s'est confié après la rencontre sur son nouveau collègue anglais. Je ne le connaissais même pas avant sa venue, a-t-il dit. Il va vite. Il dégage beaucoup de tranquillité avec le ballon, sa façon de contrôler, de sortir, de relancer avec cette personnalité, ajoute-t-il. On sent qu'il a un vécu de milieu de terrain également. C'est bien aussi de changer les positions. Je me mets à droite de la défense, lui dans l'axe. Il s'est magnifiquement adapté. Bon, il est... l'essayer, c'est la sur Balerdi, moi je suis pas un grand fan quand il joue axe droit. Je préfère quand il joue vraiment axe. Mais pour revenir sur Egan Riley, dans ce rôle-là, axe, hier, il a été très très bon. Moi, je connaissais pas du tout le joueur, je voulais le découvrir et on en a parlé tout à l'heure avec Kevin, mais avec le ballon, il a été très très propre. Il a eu beaucoup de personnalité et de courage dans tout ce qu'il a voulu entreprendre. Même parfois, il a pris des risques, mais à bon escient pour l'équipe. Il colle totalement au profil de défenseur que désire de Zerbi. Même athlétiquement, il répond totalement aux attentes. À poursuivre. Et on a envie de revoir ça sur les prochaines semaines. Après, je répète, moi, sur le dossier du défenseur central, j'en ai un peu parlé dans le Winamax FC ce matin J'ai vu ça. sur YouTube. T'as des infos sur les échos que j'ai, c'est qu'ils sont toujours sur un défenseur central, que c'était l'un des enjeux prioritaires, comme l'ailier gauche avec Pachao sur le mercato des transferts, qui sont sur une stratégie de joueurs U23 à fort potentiel, mais qui ont déjà montré des belles choses dans leur club respectif, et ils sont sur des beaux dossiers. Ils travaillent sur des beaux dossiers, et moi je suis content de cette stratégie-là parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur des joueurs confirmés entre 28 et 32 ans, on va dire. Mais moi je pense que l'Olympique de Marseille doit aussi générer de la valeur marchande, et avec ce type de joueurs un peu U23, mais qui ont eu des références européennes dans certains clubs, s'ils arrivent à aller chercher ce type de profil, ça peut être très très bon dans une année Ligue des Champions avec un entraîneur comme Roberto De Zerbi qui fait progresser les joueurs et qui peut générer de la valeur marchande sur les prochaines années. Donc moi je l'ai toujours dit, mais il faut déresponsabiliser un petit peu Balerdi défensivement, notamment à la relance et dans la gestion de profondeur, vu le jeu de Roberto De Zerbi qui joue très très haut. On l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre Angers, contre Reims, et moi il me faut un défenseur moderne, athlétique, qui est capable de gérer cette profondeur. Et pour l'instant, je ne le vois pas avec Balerdi et surtout avec Medina, qui a été très bon à Lens, avec un Kevin Danso qui était capable de gérer cette profondeur-là, pour lui permettre après de défendre en avançant. Donc pour moi, c'est un des dossiers dont je... T'as des infos ou pas ?
Non, les Échos, j'ai dit, les Échos, pour moi, ils sont sur des défenseurs centraux. U23. On a vu passer des rumeurs de joueurs. C'est exactement le profil dont tu parles. Non, mais avec un peu plus de références, c'est-à-dire des clubs pas forcément top 5 des 5 grands championnats, mais qui ont fait des choses en Europe. Ouais, parce que là, on a vu passer des noms. Alors je parle de joueurs que je n'ai jamais vu jouer. Pour le coup, j'ai pas de nom. Mais Ryan Flamingo du PSV ou Joël Ordóñez du Bruges. Qui était à Bruges, mais c'est dans ce type de piste-là. Oui, moi, j'ai pas les noms, mais c'est des joueurs gros prospects européens, très très jeunes. Même si encore une fois, les noms que tu as cités, là, il y a beaucoup de concurrence, notamment en Première Ligue et même en Italie. Mais c'est sur ce type de joueurs-là qui veulent aller en tout cas en termes de stratégie. Moi, ce que j'aime bien chez Egan Riley, c'est que quand tu regardes son profil, il est formé à Manchester City. Donc voilà, le City Group, c'est clairement le style de jeu des Zerbi, Guardiola, etc. Il a été ramené par Compagnie à Burnley. Il a été ramené à Burnley. Il n'a pas joué au début. Et je viens de découvrir qu'il a joué dans l'équipe réserve du PSV Eindhoven en 2e division néerlandaise. Donc il a joué quand même 13 matchs sur les 6 derniers mois de la saison, il y a 1 an et demi. Et puis là, il fait 43 matchs en Championship. Et je l'ai dit à l'époque où ils avaient recruté Ndiaye, mais même Ismail Assar. La Championship aujourd'hui, c'est pas très éloigné du niveau Ligue 1. En tout cas, pour les la Burnley, ils finissent dans les 2 premiers. Donc, ils finissent même champions. Donc c'est vraiment des équipes du niveau Ligue 1. Alors on va dire mais non, c'est la 2e division. Mais je pense que ce soit en termes de budget, en termes de qualité de joueurs, en tout cas pour les 10 premiers, c'est clairement des équipes de Ligue 1. Peut-être hors top 3, mais donc franchement son parcours il est vraiment intéressant. Si Walid dit qu'ils veulent encore des joueurs U23, après attention à pas trop empiler non plus les jeunes joueurs en défense centrale. Après s'ils empilent un joueur U23, c'est un mec qui a des références, c'est-à-dire qui a joué un minimum de matchs européens. Tu citais notamment dans ta liste un mec comme Joël Ordóñez, c'est un mec qui est titulaire avec Bruges, qui a fait 16e ou 8e de finale de Ligue des Champions, qui est titulaire avec l'Équateur et qui est à côté de Pacho dans cette équipe. Apprivoiser le Vélodrome quand même. Bien sûr. Mais moi je préfère ça. Je te dis sincèrement, cette stratégie qu'aller prendre un mec 31 ans, à Brest, un Laporte où tu vas lui donner un gros salaire, une belle indemnité de transfert, ou même je te donne un exemple, Aguerd. Moi j'ai souvent dit qu'il fallait aller chercher Aguerd. Mais Aguerd, attention, Aguerd c'est gros salaire, Aguerd c'est grosse indemnité de transfert, et Aguerd, tu ne pourras plus le revendre après derrière. Prendre un mec de 21 ans, parce que ce serait bien qu'à un moment donné... Walid il dit que je suis un huissier, mais il devient comptable. Mais non, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, pour essayer de générer de la valeur marchande, c'est important pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et moi, je suis persuadé que si tu prends ces joueurs-là, tu vas les payer. Tu vois, Paixão, par exemple, j'en suis pas sûr. Mais je suis persuadé que si tu vas prendre un défenseur central de 21 ans ou de 22 ans ou de 23 ans, tu vas l'exposer en Ligue des Champions, il est capable d'aller en Première Ligue dans 1 an, 2 ans, dans un très gros club pour 70 millions d'euros. C'est une possibilité de faire un x2 sur ce type de profil-là. Surtout avec un coach qui, on le sait, il a la carte, Roberto De Zerbi, la carte du jeu. x2, ça veut dire que tu l'achèterais 35 millions d'euros. Moi, les prix, je sais pas les prix, on verra, mais moi j'ai vu que Joël Ordóñez, la valeur marchande, c'était 25 bâtons minimum, et qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais bon, bref, on peut en prendre un autre. En travaillant d'après, c'est pas loin du compte parce que sur Transfermarkt, c'est 28. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, quand je lis un petit peu, quand je regarde la stratégie du mercato marseillais, ils ont fait un coup avec Egan Riley libre, mais Egan Riley, attention, défenseur, équipe type Championship, s'il n'est pas libre, ça vaut 15 millions d'euros minimum. Donc, non, mais 20, 15 millions d'euros minimum. Donc, ils ont été sur Egan Riley, Angel Gomez. Donc, ils ont fait des Aubameyang libres. Je pense que c'était pour mettre une petite quicheta, une sacoche sur l'ailier gauche et sur le défenseur central, parce qu'il y avait un vrai cap à passer sur ces 2 postes-là. S'ils le font sur des bons profils ciblés, non, mais là, leur mercato, leur a vraiment été réussi. C'est sûr. Et tu fais une vraie bascule. Après, le problème, ça va être la concurrence, parce que sur ces dossiers-là, il y a des gros clubs. Et puis Bruges, là, on parle de Bruges, mais où le PSV Eindhoven ou d'autres clubs, ils vont être durs en affaire. Il y a quand même un truc, et je le dis, je le répète, parce que c'est vraiment exceptionnel pour l'Olympique de Marseille d'avoir Roberto De Zerbi, c'est qu'aujourd'hui, un joueur peut venir à Marseille. C'est ça, c'est attractif. Peut-être pour Mehdi Benassia, etc. Mais pour le Vélodrome aussi, puisque d'ailleurs De Zerbi est venu notamment pour le Vélodrome, l'ambiance, l'atmosphère, etc. Mais le gars, si aujourd'hui j'ai moins de 23 ans, je suis conseiller de joueur, je suis frère de joueur, je suis moi-même joueur, mais j'ai envie d'aller avec De Zerbi. Parce que la Ligue des Champions, le Vélodrome, il y a quand même beaucoup d'arguments. C'est l'assurance de progresser, en tout cas d'apprendre des choses. Tu vas travailler tes ménages, tu vas travailler ton cognitif, tu vas travailler tactiquement, techniquement, ton mental, etc. Et donc, franchement, c'est ça la plus-value énorme, notamment d'avoir réussi à attirer cet entraîneur.
Bon, un petit mot sur Medina, latéral gauche. Est-ce que c'est pas, je sais pas, Enfin, il est central gauche. utilisation Non, il est- central il est gauche, mais central- c'est là qu'on va le voir. Il est toute la- central gauche hybride. Moi, je l'ai trouvé très bien sur la première mi-temps. Il défend en avançant. Il ramène beaucoup d'énergie. Au pressing, il est impactant. Maintenant, je le répète, moi, je pense que Medina, dans cette défense à 3, il faudra un mec qui gère la profondeur. Parce que sinon, ça peut être très, très compliqué dans son dos. Mais moi, j'aime cette utilisation-là. À 3, il est capable de ressortir très propre. Il monte quand il faut offensivement pour De toute façon, proposer. défense à 3, c'est son métier. Ouais, ouais.